ne saurait mieux décrire notre déclamation qui tient un milieu entre le chant musical et la prononciation unie des conversations familières que la décrit Capella sous le nom de son moyen. Je ne crois pas qu'on me reproche de faire signifier ici, au terme de modulation, le chant musical uniquement, quoique je lui donne ailleurs une acception beaucoup plus étendue, en lui faisant signifier toutes sortes de chants composés. Il est sensible, par l'opposition que Capella fait de la modulation au Carmen, qu'il veut employer ici le terme de modulation dans le sens où je l'ai entendu, et qu'il veut y faire signifier à ce mot un chant musical proprement dit. Bryennius nous apprend même comment ce son moyen ou la déclamation se composait. Cet auteur grec est un de ceux que M. Wallis a inséré avec une traduction latine dans le 3e volume de ses œuvres mathématiques. Voici ce que dit Bryennius. Il y a deux genres de chants ou de mélodies. L'un est celui dont la prononciation ordinaire est susceptible et l'autre est le chant musical. Le chant dont la prononciation ordinaire est susceptible se compose avec les accents, car naturellement l'on hausse ou l'on baisse la voix en parlant. Quant au chant proprement dit, celui dont traite la musique harmonique, il est assujetti à des intervalles certains. Il se compose de tons et d'intervalles. Cela est dit par rapport aux règles de la musique diatonique, de la chromatique et de l'enharmonique. Il serait inutile de faire observer ici au lecteur que dans la déclamation, on peut faire sa progression par les moindres intervalles dont les sons soient susceptibles, ce qui ne peut pas se faire en musique. L'enharmonique même n'admettait que les quarts des tons. Non seulement le passage de Bryennius que je viens de rapporter nous enseigne comment se composait la mélopée, qui n'était qu'une simple déclamation, mais il nous apprend encore comment elle pouvait s'écrire en notes. Avant que d'entrer dans cette discussion, il ne sera point mal à propos de rapporter un passage de Boès, parce qu'il y est dit positivement qu'on écrivait en notes la déclamation aussi bien que le chant musical. Les musiciens de l'Antiquité, dit Boès, pour s'épargner la peine d'écrire tout au long le nom de chaque note, ont imaginé des caractères qui désignassent chacun un son particulier, et ils ont partagé ces monogrammes par genre et par mode. Ainsi, quand un compositeur veut écrire un chant sur des vers dont la mesure est déjà réglée, par la valeur des syllabes longues ou brèves, dont les pieds de ces vers sont formés, il n'a qu'une chose à faire, qui est de placer ces notes au-dessus des vers. C'est ainsi que l'industrie humaine a trouvé le moyen d'écrire non seulement les paroles et la déclamation, mais encore celui d'enseigner même à la postérité, par le moyen des caractères, toutes sortes de chants. Boès loue donc ici les musiciens des temps antérieurs d'avoir trouvé deux inventions, la première d'écrire les paroles et ce chant qui s'appelait Carmen, et qui n'était, comme on le verra, qu'une simple déclamation. La seconde était d'écrire toutes sortes de chants, c'est-à-dire le chant musical même, dont Boès va donner les notes quand il dit ce qu'on vient de lire. Quand il dit ce qu'on vient de lire. Ainsi, la déclamation s'écrivait en notes, aussi bien que le chant musical. À en juger même par la manière dont Boès s'explique, les anciens avaient trouvé l'art d'écrire en notes la simple déclamation avant que de trouver l'art d'écrire en notes de musique. Le premier était, comme on va le voir, plus facile que l'autre, et la raison porte à croire que de deux arts qui ont à peu près le même objet, celui dont la pratique est la plus aisée a été trouvé le premier. Voyons présentement quelle était la manière dont la déclamation s'écrivait en notes, et quelle était la manière dont s'écrivait aussi en notes le chant proprement dit, ou le chant musical. On en comprendra mieux le sens du passage de Boès. Suivant Bryennius, la déclamation se composait avec les accents, et par conséquent, on devait se servir pour l'écrire en notes des caractères mêmes, qui servaient à marquer ces accents. Or, les anciens avaient 8 ou 10 accents, et autant de caractères différents pour les marquer. Servius, ancien grammairien latin, compte 8 accents, qu'il définit les marques d'une inflexion de voix, et qu'il appelle les aides du chant. Priscien, un autre grammairien latin et qui vivait à la fin du 5e siècle, dit dans son traité des accents que l'accent est la loi, il est la règle certaine qui enseigne comment il faut relever ou abaisser la voix dans la prononciation de chaque syllabe. Notre auteur dit ensuite qu'il y a 10 accents dans la langue latine, et il donne en même temps le nom de chaque accent et la figure dont on se servait pour le marquer. Leurs noms sont
acutus, gravis, circumflexus, longa linea, brevis linea, hyphen, diastole, apostrophos, dasia et psil. On peut voir dans le livre que je cite la figure propre à chaque accent. Isidore de Séville écrit la même chose, comme originairement les latins n'avaient que 3 accents, l'aigu, le grave et le circonflexe. Comme les autres n'auraient été trouvés qu'en différents temps et qu'il se peut faire encore que quelques accents nouvellement inventés n'aient point été généralement reçus. On ne doit pas être surpris que des grammairiens, les uns en comptassent 8 seulement, quand les autres en comptaient jusqu'à 10. Mais ces auteurs s'accordent sur leur usage. Isidore de Séville dit encore dans ses origines que les accents s'appelaient en latin ton ou teneur, parce qu'ils marquaient une augmentation de la voix ou des repos. Malheureusement, nous n'avons point l'ouvrage dans lequel Priscien s'était réservé de traiter au long de tous les usages qu'on faisait des accents. Mais nous qui allons parler des rôles d'acteurs, passons à l'accent qui est nécessaire à la diction et examinons de manière plus approfondie le secret de cette affaire, pourvu que Dieu nous prête vie. Cet ouvrage que nous n'avons point, soit qu'il n'ait jamais été composé, soit qu'il se soit perdu, nous aurait enseigné apparemment l'usage qu'en faisaient les compositeurs de déclamation. Ce qu'écrit Isidore dans ses origines sur les 10 accents des Romains ne supplée pas au traité de Priscien qu'il manque. Je conçois qu'un compositeur de déclamation ne faisait autre chose que de marquer sur les syllabes qui, suivant les règles de la grammaire, devaient avoir des accents, accents aigus, graves ou circonflexes, qui leur étaient propres en vertu de leurs lettres, et que par rapport à l'expression, ils marquaient sur les syllabes vides, en cédant des autres accents le ton qu'ils jugeaient à propos de leur donner afin de se conformer au sens du discours. Que pouvaient marquer tous ces accents si ce n'est différents ossements et différents abaissements de la voix? On faisait de ces accents et à peu près le même usage que les Juifs font aujourd'hui de leurs accents musicaux, en chantant les psaumes à leur manière, ou pour mieux dire, en les déclamant. Il n'y a guère de déclamation qu'on ne puisse écrire en notes, avec 10 caractères différents, dont chacun marquerait une inflexion de voix particulière, et comme on apprenait l'intonation de ces accents en même temps qu'on apprenait à lire, il n'y avait presque personne qui n'entendit cette espèce de note. Dans cette supposition, il n'y avait rien de plus facile à comprendre que la mécanique de la composition et de l'exécution de la déclamation des anciens. Saint Augustin aura eu raison de dire qu'il n'en traiterait point, parce que c'était des choses connues du comédien le plus chétif. La mesure était pour ainsi dire inhérente au vers. Le compositeur n'avait qu'à les accentuer et à prescrire le mouvement de la mesure, après avoir fourni aux joueurs d'instruments qui devaient accompagner une partie des plus simples et très faciles à exécuter. Quant à la mélodie, qui était un chant proprement dit, nous savons précisément comment elle s'écrivait. Le système général, ou comme l'appelle Boès, la constitution de la musique des anciens, était divisé, suivant Marcianus Capella, en 18 sons, dont chacun avait son nom particulier. Il n'est pas question d'expliquer ici que quelques-uns de ces sons pouvaient être au fond les mêmes. On appelait d'un prostambémonos, afin, comme le dit Boès, de n'écrire au point tout au long le nom de chaque son au-dessus des paroles, ce qui aurait été même impossible. On avait inventé des caractères ou des espèces de figures qui marquaient chaque ton. Ces figures s'appelaient séméia ou signes. Le mot de séméia signifie bien toutes sortes de signes en général, mais on en avait fait le nom propre des notes ou des figures dont il est ici question. Toutes ces figures étaient composées d'un monogramme formé de la première lettre du nom particulier de chacun des 18 sons du système général. Nos 18 lettres initiales, bien que quelques-unes fussent les mêmes, étaient dessinées de manière qu'elles formaient des monogrammes qu'on ne pouvait pas prendre l'un pour l'autre. Boès nous a donné la figure de ces monogrammes. Isaac Vossius indique encore dans celui de ses livres dont nous avons déjà parlé plusieurs ouvrages des anciens où l'on peut voir comment, de leur temps, les chants musicaux s'écrivaient en notes. Mais Bomius parle encore de cette manière en différents endroits de son recueil d'anciens auteurs qui ont écrit sur la musique et principalement dans sa préface où il donne le chant du Te Deum, écrit suivant la tablature antique et en notes modernes. Ainsi, je me contenterai de dire que les signes, que les séméia, qui servaient dans la musique vocale aussi bien que ceux qui servaient dans la musique instrumentale, s'écrivaient au-dessus des paroles et qu'ils
Ils y étaient rangés sur deux lignes dont la supérieure était pour le chant, comme l'inférieure pour l'accompagnement. Ces lignes n'avaient guère plus d'épaisseur que des lignes d'écriture ordinaires. Nous avons même encore quelques manuscrits grecs où ces deux espèces de notes se trouvent écrites ainsi que je viens de l'exposer. On en a tiré les hymnes à Calliope, à Némésis et à Apollon, aussi bien que la strophe d'une des odes de Pindare, ou que M. Burette nous a donné avec la note antique et la note moderne. On s'est même servi des caractères inventés par les anciens pour écrire les chants musicaux, jusque dans le XIe siècle, que Guy d'Arezzo trouva l'invention de les écrire, comme on le fait aujourd'hui avec des notes placées sur différentes lignes, de manière que la position de la note en marque l'intonation. Guy d'Arezzo. Ces notes ne furent d'abord que des points, où il n'y avait rien qui en marquât la durée. Mais Jean de Meurs, né à Paris et qui vivait sous le règne du roi Jean, trouva le moyen de donner à ces points une valeur inégale par les différentes figures de ronde, de noir, de croche, le double croche et autres qu'il inventa et qui ont été adoptés par les musiciens de toute l'Europe. Ainsi, l'art d'écrire la musique comme nous l'écrivons aujourd'hui est dû à la France aussi bien qu'à l'Italie. Jean de Meurs. Il résulte donc de ce qui vient d'être exposé que des trois genres de mélopée, il y en avait une, savoir la dithyrambique ou mésoïde, qui composait des chants musicaux, mais que les deux autres, savoir la tragique généralement parlant et la nomique, composaient de la déclamation. Je ne traiterai point ici de la mélodie dithyrambique, quoique beaucoup plus approchante de la simple déclamation que la musique d'à présent, et je m'en tiens à ce qu'en a écrit le savant homme qui a traité ce sujet, M. Burette de l'Académie des Belles Lettres. Quant à la mélodie, qui n'était qu'une déclamation composée, je n'ai rien à dire concernant la nomique ou l'égale, de plus que ce que j'en ai dit. Quant à la mélodie tragique, je vais en parler plus particulièrement, et même assez au long pour confirmer ce que j'ai écrit déjà touchant son existence, par des faits qui la rendent indubitable, en montrant que bien que la mélodie théâtrale des anciens se composât et s'écrivît en notes, elle n'était pas néanmoins un chant proprement dit. C'est faute d'avoir eu cette notion de la mélodie théâtrale, et pour l'avoir cru un chant musical, comme pour n'avoir pas compris que la saltation n'était point une danse à notre manière, mais une simple gesticulation, que les commentateurs ont si mal expliqué les auteurs anciens qui parlent de leur théâtre. Ainsi je ne puis appuyer sur trop de preuves une opinion toute nouvelle concernant la mélopée tragique et la mélodie tragique. J'en userai de même à l'égard de mon sentiment sur la saltation antique, lorsque je viendrai à traiter de la musique hypocritique. Il est aussi un sentiment tout nouveau. Explication de plusieurs endroits du 6e chapitre de la poétique d'Aristote, du chant des vers latins ou du Carmen. Je ne crois pas pouvoir mieux faire pour confirmer ce que j'ai déjà dit concernant la mélopée, la mélodie tragique des anciens, que de montrer qu'en suivant mon sentiment, on comprend très distinctement le sens d'un des plus importants passages de la poétique d'Aristote, que les commentaires qu'on a fait jusqu'ici que rendre inintelligible. Rien ne prouve mieux la vérité d'un principe que de voir son application rendre clair des passages très obscurs sans cette lumière. Voici ce passage suivant la traduction latine de Daniel Ancius, à laquelle je n'ai changé que deux mots pour la rendre plus conforme au texte. La tragédie est l'imitation d'une action entière et de quelques étendues. Cette imitation se fait dans le secours, sans le secours de la narration, et dans un langage préparé pour plaire, mais dont les divers agréments émanent de sources différentes. La tragédie met donc sous les yeux des objets mêmes, dont elle prétend se servir pour exciter la terreur et la compassion, sentiments si propres à purger les passions. Par langage préparé pour plaire, j'entends des phrases réduites et coupées par mesure, assujetties à un rythme et qui font harmonie. J'ai dit que les divers agréments du langage des tragédies émanaient de sources différentes, parce qu'il y a de ces beautés qui ne résultent que du maître, au lieu que d'autres résultent de la mélodie. Comme l'imitation tragique s'exécute sur un théâtre, il faut joindre encore à la diction et à la mélopée des ornements étrangers. On voit bien que j'entends ici par diction les vers mêmes. Quant à la mélopée, tout le monde connaît quel est son pouvoir. Examinons d'où procédaient ces beautés du langage préparé pour plaire, dont il est fait ici mention, et nous trouverons qu'elle n'était pas l'ouvrage d'un seul, mais de plusieurs arts musicaux.
et par conséquent qu'il n'est pas si difficile de bien entendre l'endroit de ce passage qui dit qu'elles émanaient de sources différentes. Commençons par le maître et par le rythme qui doit avoir le langage préparé pour plaire. On sait bien que les anciennes n'avaient point de pièces dramatiques en prose, elles étaient toutes écrites en vers. Aristote ne veut donc signifier autre chose en disant que la diction doit être coupée par mesure, si ce n'est que la mesure du vers, qui était l'ouvrage de l'art poétique, devait servir de mesure dans la déclamation. Quant au rythme, c'étaient les pieds des vers qui servaient à régler le mouvement de la mesure dans la récitation des vers. C'est même par cette raison qu'Aristote dit, dans le chapitre 4e de sa poétique, que les maîtres sont les portions du rythme, c'est-à-dire que la mesure résultante de la figure des vers doit, dans la récitation, régler le mouvement. Personne n'ignore qu'en plusieurs occasions, les anciens employaient dans leurs pièces dramatiques des vers de différentes figures. Ainsi, celui qui battait la mesure sur le théâtre était astreint à marquer les temps de la déclamation, suivant la figure des vers qu'on récitait, comme il pressait ou ralentissait le mouvement de cette mesure, suivant le sens exprimé dans ces mêmes vers, c'est-à-dire suivant les principes qu'enseignait l'art rythmique. Aristote a donc raison de dire que la beauté du rythme ne venait pas de la même cause qui produisait les beautés d'harmonie et les beautés de mélopée. C'était du choix des pieds qu'avait fait le poète par rapport au sujet exprimé dans ses vers que naissait la beauté ou la convenance de la mesure, et par conséquent celle du rythme.